Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! Le design intérieur, comme c'est le cas avec l'architecture ou le design graphique, est soumis aux tendances du moment en termes de couleurs, de style, de matérialité. Évidemment, il y a l'influence de notre entourage, ce qu'on visite, ce qu'on voit sur Pinterest, Instagram. Mais qui dit tendance ou mode, ça passe pas toujours très bien à travers le temps. Et aujourd'hui, avec les coûts de construction élevés et la conscience écologique beaucoup plus développée, le design intérieur devrait-il reposer davantage sur la sobriété, l'intemporalité et la circularité? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Bon, super. Vous êtes prête? Je pensais pas qu'on enregistre. Ça roule. Il fait des tests de son. Des bloopers. C'est ça. Bon, design d'intérieur. Bienvenue à Autre Perspective, autre épisode, design d'intérieur, Greg. Oui, un sujet fascinant. En fait, je dois dire, j'ai toujours été fasciné par les projets de design intérieur. On pense qu'en tant qu'architecte, on peut tout faire. Théoriquement, peut-être. Mais la vérité, c'est que quand je vois un vrai bon projet de design intérieur, ça m'impressionne. Je me dis, je serais pas capable de faire ça. Le niveau de détail. Oui, et de... il y a une complexité, en tout cas, qui me fascine. C'est un métier. C'est un métier en soi. Exact. Et on va justement en parler aujourd'hui avec nos invités. Autour de la table, Marie-Claude Parenteau-Leboeuf, designer d'intérieur et directrice générale de l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec depuis 2014. Bonjour. Qui a promis d'être la personne très sérieuse autour de la table, là, mais on va casser ça. Voilà. Également, Annie-Claude Gilbert, designer d'intérieur associée chez Le Mimichaud. Bonjour. Et Sarah-Ève Hébert, qui est designer d'intérieur et associée de la firme Perron Design. Allô. Bonjour. Hey, merci tout le monde d'être là. On est honoré de recevoir deux décoratrices autour de la table et leurs représentantes. Je niaise, évidemment. Vous devez être tanné d'entendre parler de ça. Commençons comme ça. Est-ce qu'on répond à cette question-là? La non-question? Je pense qu'on n'est pas tanné d'entendre ça parce que les décorateurs, les décoratrices ont le droit d'être là, d'exister. Je pense que juste que si je peux faire une petite description peut-être rapide, j'estimerais que les gens en décoration font un travail qui est plus du domaine de l'esthétique, donc vont utiliser des finis, des matériaux, des objets pour vraiment créer comme des ambiances qui sont harmonieuses. L'architecte va peut-être travailler plus le bâtiment dans son ensemble puis son insertion dans la ville. Va le travailler vraiment de façon à ce qu'il soit bien intégré dans la ville, la luminosité, tout ça. Mais le designer, je le décrirais vraiment comme à la rencontre des deux. Donc, on a la vision pour utiliser les styles, les matériaux, les couleurs pour vraiment créer des ambiances intérieures intéressantes. Mais on a aussi la possibilité de venir intervenir de façon spatiale dans un environnement bâti plus grand. Je pense qu'il y a peut-être aussi un côté important des designers qui est passé souvent sous silence, c'est qu'au-delà de l'esthétique, notre travail vise aussi à vraiment accompagner le client dans, opérationnellement, les fonctions, comment ça se lie tout ça ensemble, puis avoir comme une direction qui est un petit peu plus utilitaire pour eux aussi, puis s'assurer que ça fonctionne bien. Mais évidemment, j'en ris au début. Les architectes paysagistes vivent la même chose. Ils sont souvent passés ou sont mélangés avec les paysagistes qui font le travail, bien sûr, sur le terrain. Toi, ma chère Sarah-Ève, est-ce que justement, je donne souvent l'exemple de... Puis c'est drôle parce que moi, il y a tellement d'architectes qui m'ont dit, même ma mère, elle comprend pas ce que je fais vraiment dans la vie, là, comme tu dessines des maisons, c'est un petit peu plus que ça et tout ça. Est-ce que c'est un peu ta réalité? Moi, je trouve que les parents, c'est des bons barèmes souvent pour ces choses-là. C'est 100% la réalité. C'est tellement... Mon travail, je dis souvent que je fais de l'éducation. Donc, autant avec nos propres clients qui nous engagent, qui comprennent quand même bien leur rôle, leurs besoins, mais qui ne comprennent pas 100% où qu'on se situe
entre justement l'architecture, la décoration. On est où exactement? Puis c'est dur à exprimer pour quelqu'un qui n'a jamais, eu de projet. T'sais. Puis même quand tu veux l'expliquer à un parent, par exemple, les gens connaissent les architectes, mais je pense qu'ils connaissent le titre. Ils ne connaissent pas nécessairement la pratique. Pour le design intérieur, c'est encore plus dur. Là, c'est sûr qu'on a l'ordre des architectes. C'est sûr que des fois, de revenir au terme architecte d'intérieur, des fois, ça replace un peu, ça nous resitue un peu où qu'on se situe. Mais c'est sûr que en termes d'éducation dans la vie, exprimer c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est ça. Surtout que Marie-Claude, n'importe qui peut s'appeler designer aujourd'hui. C'est pas comme, mettons, architecte qui demande vraiment d'être dans l'ordre des architectes. C'est pas un titre qui n'est pas protégé. C'est pas un titre qui est protégé, designer. Donc, tout le monde peut être designer. Au Québec, c'est pas un titre qui est protégé, malheureusement. Puis, en fait, pour revenir à ton... ma blague de départ. Ta blague de départ. La décoration, c'est un élément parmi tant d'autres de l'expérience humaine. Le designer d'intérieur, c'est sa spécialisation. C'est l'expérience de l'humain. La décoration, c'est plus du confort sensoriel. Fait que au-delà de l'esthétique, justement, qui est un confort visuel, puis le reste, il y a toute l'ergonomie, il y a toute l'acoustique, il y a toute la circulation, qui sont des expériences qui font que le restaurant a peut-être un beau menu, la déco est peut-être géniale, mais les gens ne reviennent pas parce que l'expérience n'est pas agréable. Puis l'expérience, bien ça, c'est le design. Et parfois, les gens ne seront même pas capables de mettre le doigt dessus en disant, je sais pas, j'ai pas le goût d'y retourner. Puis finalement, c'est ça, quand on prend le temps d'analyser, pourquoi tu y retournes pas? C'est l'expérience. Donc, le design et tout ce qui vient avec. Fait que pour revenir à ta déco de tantôt, la déco, c'est ce qui est facile c'est l'élément le plus facile à pointer du doigt puisqu'on est directement en contact avec ça. Mais l'expérience, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Puis, il n'y a pas de chiffre associé à ça comme l'architecture. Le bâtiment est efficace, il consomme moins d'énergie, patati patata. L'expérience, elle se quantifie pas, elle se qualifie. Puis c'est pour ça que les gens ont de la difficulté à comprendre ce qu'on fait parce qu'on est dans l'intangible, bizarrement, même si on travaille avec l'ergonomie, l'acoustique, la lumière, tout ça. Fait que c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, mais ils le vivent tous les jours. J'amènerais la notion du design de mode à ce niveau-ci parce que le design de mode, le prêt-à-porter versus le fait sur mesure, c'est ça. Si vous avez déjà porté un vêtement fait sur mesure, quand tu rentres dedans, il est fait pour toi. Puis tu fais comme, j'ai l'impression que c'est une deuxième peau. Du prêt-à-porter que tu achètes sur un support, sur un rack, dans n'importe quelle boutique, il a été taillé pour fitter un peu tout le monde. Puis, il y a des designs d'intérieur, malheureusement, qui doivent être faits pour fitter un petit peu plus tout le monde. OK? Si tu fais des franchises de restaurants, à un moment donné, un McDonald's, c'est un McDonald's. Mais si tu fais un Toqué, tu es dans la haute couture. Fait que tu peux pas te permettre d'oublier ces éléments de raffinement-là. Puis, je pense que c'est ça qu'on a tendance à oublier en architecture et en design. C'est que le niveau de raffinement, il est important parce que c'est là où l'art rencontre la science. Les arts appliqués, c'est nous. Puis, l'art, c'est cette portion-là que malheureusement, pour reprendre ce que Sarah disait, que les gens prennent pas au sérieux. Parce que l'art, ça a toujours l'air facile, puis mon enfant pourrait dessiner ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux, quand en fait, plus on le prend au sérieux, mieux on s'en porte tous. C'est un peu philosophique, là, ce que je dis. Non, mais c'est intéressant, mais c'est que tu nous amènes sur un terrain aussi. Bon, tu parles de mode, de prêt-à-porter, tout ça. Le prêt-à-porter, le fast fashion, tout ça, on est beaucoup dans les tendances. On est beaucoup dans cet été, c'est la couleur X, c'est la grandeur X, c'est le oversize, c'est ci, c'est ça. Jusqu'à quel point le design d'intérieur est influencé ou dépendant ou victime, on peut utiliser toutes sortes de mots, là, des modes et de ce qu'on croise partout sur Instagram, sur Pinterest, et je serais curieux de vous entendre là-dessus. Jusqu'à quel point vous êtes pris là-dedans? Parce que vous pouvez avoir une vision, mais tu as un client aussi qui arrive dans l'équation qui, lui aussi, a sa vision qui peut être influencée par toutes sortes de choses.
Je serais curieux de vous entendre. Bienvenue en design intérieur. En fait, oui, c'est inévitable pour répondre à ta question. Le Pinterest, l'Instagram, l'intelligence artificielle aussi. On est à l'ère des réseaux sociaux, là où tout le monde est très, très renseigné. Puis monsieur, madame, tout le monde, mais aussi nos clients et tout ça. Donc, c'est sûr que je pense qu'un des enjeux, ce serait probablement de rester peut-être, je veux pas dire la tête froide, là, mais la capacité de rester un peu distinctif là-dedans, puis de se laisser inspirer par autre chose. Je suis toujours partie d'inspiration qui m'était très personnelle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime les voyages, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la nature, les documentaires, ce genre d'affaires-là, l'astrophysique, mettons. Fait que pour bien dire, quand je commence un projet, je vais aller m'inspirer sur évidemment, les réseaux et tout ça, tout ce qui est à notre disposition. Mais je vais aller aussi puiser dans des images qui me font du bien, qui m'inspirent. Donc, des choses de la nature, un camailleux de couleurs de feuilles d'automne, un éclair jaune dans un ciel orageux, un peu bleu-gris. Ça, c'est comme des affaires qui passent pas de mode. C'est des affaires qui pognent dans le cœur puis qui appartiennent pas à aucune date. Puis j'intègre ça dans un grand mood board et je réinterprète ces choses-là, je les intègre à ma façon. Donc, ça n'appartient pas à personne d'autre, c'est juste ma vision de quelque chose. Et au final, je pense que ça aide à venir teinter d'une façon un petit peu plus intemporelle pour créer des projets qui sont plus pérennes. Parce qu'au final, si tu veux répondre à ton client de façon le plus pertinent possible, bien, évidemment qu'il faut créer quelque chose qui va quand même être pérenne dans le temps, puis qui va durer pour lui, parce qu'évidemment, c'est un investissement de temps, d'argent et tout ça. Donc, je pense que notre mission à nous, c'est peut-être ça, de dépasser les tendances, de se garder, oui, au fait de ce qui se fait, oui, dans une modernité, mais de ne pas hésiter à aller ailleurs, chercher des sources d'inspiration pour justement rester distinctif puis innovant là-dedans. Pour rebondir à ce que tu dis, je pense que on n'a pas le choix de garder la tête froide parce que même moi, dans ma jeune pratique, ça fait une quinzaine d'années maximum, j'en ai vu des tendances, ça va de plus en plus vite. Donc, veux pas, on les voit venir, on les ressent, après ça, les clients viennent à nous. Reste que nous, dans notre processus de création, les tendances, ou du moins ce qui arrive un peu de l'extérieur, mais c'est quand même un miroir de ce qui se passe. Puis, veux pas, nous, souvent, ce que je dis à mes collègues, c'est que nous, on a quand même un biais, on vit dans une bulle. Fait que des fois, nous, on regarde vraiment les tendances puis les inspirations de nos clients un peu avec curiosité. Puis ça nous crée un peu à dire, OK, à qui qu'on s'adresse? Il vient de où? C'est quoi leur influence? Parce que l'humain, on est influencé, que ce soit par les réseaux sociaux, par Pinterest. Il mange où? Il parle à qui? Il voyage où? Fait que tout ça, c'est des influences. Fait que ça crée quand même un certain canal de communication. Fait que, tu sais, d'utiliser ça un peu comme un outil de communication avec notre client pour un peu le cerner, créer un diagnostic. Puis une fois que ce diagnostic-là est un peu fait, bien, après ça franchit plus un peu le mur de création. Puis le fait qu'on ait des outils maintenant de 3D très réels, c'est que après ça, ces influences-là, une fois qu'on a bien entamé le processus de création avec nos clients, ça n'a plus d'importance. C'est juste que ça crée quand même une première amorce. Les clients ont l'impression qu'ils... En fait, ils n'ont pas l'impression. Ils ont leur grain de sel, c'est leur projet. On parle tout le temps de l'humain. Fait que je pense que nous, comment qu'on essaie de le prendre, du côté qu'on a décidé de le prendre, du moins, c'est vraiment comme un outil, un canal de communication. Parler un peu le même langage, ça rassure beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Les gens sont... Bien, nous, surtout les créateurs, on est très... visuel. Puis par la suite, ben, dans ce qu'on leur amène, il y a tellement de contraintes dans un projet de design intérieur que une inspiration, c'est presque rien. C'est qu'une petite discussion de départ. Par la suite, il y a tellement d'autres éléments. C'est l'allumette, en fait. Exact. Puis tu as raison de dire que, il ne faut pas non plus démoniser Pinterest puis tout ça, parce qu'effectivement, c'est le canevas de base pour amorcer la discussion avec le client, comprendre qui il est, établir un narratif, qu'est-ce qu'il veut, pouvoir comprendre aussi. Un diagnostic, finalement, du patient. Là. C'est ce qui te présente. Puis, dans l'image qu'il te montre, des fois,
tu penses que c'est ça qu'ils aiment, mais finalement... c'est la chaise. C'est ça. Excusez, on est à la maison, mais tu penses que c'est la grande arche illuminée, mais finalement, c'est la tasse sur le comptoir. Fait que ça nous permet d'avoir des discussions qui nous amènent à le comprendre quand même, à le connaître. Puis après, ça va nous aiguiller pour partir sur quelque chose de nouveau. T'sais. Puis au final, c'est pour ça qu'un professionnel dans le processus, c'est important. C'est à ça un peu qu'on sert. Ça, c'est une tendance. Ça, c'est ça que t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes dans ça? C'est pourquoi tu vas appartenir à qui? C'est pour quel client tu le fais? Exact. Parce que si tu fais ça pour un hôtel, on le sait, là, le cycle de vie du design intérieur dans un hôtel est autre que le cycle de vie d'un restaurant ou d'une résidence privée. Fait qu'à qui tu t'adresses? Ce qui m'inquiète toujours le plus, parce que moi, je vais rencontrer les étudiants qui graduent à chaque année dans une dizaine d'écoles au Québec. Puis, je leur dis toujours, la chose la plus importante dans votre travail, c'est votre culture générale. Ça n'a peut-être pas d'importance pour vous présentement que vous parliez 2 ou 3 langues, mais quand vous allez rencontrer des clients qui proviennent d'ailleurs ou qui ont voyagé, bien, peut-être que ces langues-là vont être le lien avec lequel que vous allez faire avec cette personne-là, puis qui va être déterminant dans mieux comprendre la personne, le client. Puis ça peut être d'autres choses. Là. Tu parlais d'astrophysique tantôt. Pour moi, c'est la théorie des cordes. Là, fait que, mais c'est ça. C'est des choses, c'est des notions. Je pensais pas qu'on allait parler du boson de Higgs Ben aujourd'hui. là, lâche-nous là, check-nous bien aller. Mais c'est ça, je pense que c'est très, très, très important que le client comprenne que la tendance et la décoration, l'esthétique finale va avoir une signature qui lui convient. Mais ça va être grâce à la conversation qu'il va y avoir eu. Puis oui, les éléments déclencheurs vont être le Pinterest, les photos que la personne va avoir glanées un peu partout. Mais au-delà de ça, c'est notre compétence de discuter avec le client puis de faire ressortir ce qui est vraiment important dans ce que la personne aime, ce qu'elle souhaite. Mais souvent, est-ce que c'est encore vrai la règle du 5 ans, mettons, dans les bars, restos, commerciaux? Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années quand même, mais on me disait, après 5 ans, pour renouveler l'expérience. On était beaucoup dans l'instantanéité, là, puis il y avait une espèce de règle non écrite du 5 ans. C'est encore ça, un peu? Il y en a qui ont comme jamais passé date, hein? L'Express, le Holder... Je veux dire, il y a des... Monsieur Laporte avait des signatures tu parles de c'est ça, du bon design. C'est l'exception. Non, mais c'est ça, du bon design. Après ça, c'est le capitalisme qui rentre en ligne de compte. Probablement ton espace commercial qui va bouger le plus rapidement, c'est vrai. On va repimper, si vous me permettez l'expression, 5 à 8 ans. Fait qu'on va changer des banquettes, des luminaires qui sont signatures, ce genre de choses-là, mais ta base ne va pas changer. Donc, ton éclairage général, ta cuisine, ton plancher, ça va rester une structure qui va vivre plus de 10 ans, je pense, quand même dans un restaurant. Là. Donc, je pense que le look en soi, peut-être qu'il peut être amené à bouger un petit peu, mais si ton projet est fait de façon quand même sur un canevas relativement intemporel, la base, il va pouvoir vivre quand même longtemps. Ouais, mais ça, c'est une catastrophe. Des fois, les restaurants ont une durée de vie très courte là, par moment et certains vont faire affaire avec des designers, vont avoir un super beau produit. Boum, 2 ans plus tard, le restaurant ferme. Puis là, il y a un propriétaire nouveau qui arrive, puis il scrape le décor, puis il s'en va dans une autre direction. Ça, je trouve, des fois, c'est une catastrophe. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça vous est peut-être déjà arrivé, d'ailleurs. Il y a plein d'exemples catastrophiques comme ça. Je veux dire, dans le résidentiel, du patrimoine qui se fait scraper à tour de bras parce que... Parce qu'on a une plus grosse maison, parce que c'est, parce que ça. Ouais. Pour whatever. Je veux dire, soit notre désir comme créateur de faire du neuf puis de mettre sa signature sur quelque chose, ou soit le client qui reconnaît pas la beauté de ce qui est déjà là. Fait que, il y a plein de raisons pour lesquelles on scrape, là, malheureusement. Mais moi, je suis pas d'accord qu'il y a une date de péremption. Normalement, quand un design est ancré qui est réfléchi, il est peut-être ancré dans une période de temps. Si bien réfléchi, puis il y a une histoire derrière, les gens sont capables de se le réapproprier. Si c'est bien pensé pour être réparé, être modifié. Bon, là, on parle d'un restaurant, c'est le meilleur exemple, mais la pire à la fois, parce que, c'est un business qu'il faut que tu dépenses des milliers de dollars avant même d'avoir vendu une assiette. Fait que c'est sûr que, si on change les restaurations, c'est juste qu'on change de main, on change de business. Je pense pas que c'est une question de design.
Je pense que la date du 5 ans, c'est peut-être parce que, bon, on n'investit pas dans le bon revêtement, puis les banquettes sont scrap. Puis dans le bon design. Mais je pense pas que c'est une question aussi. du design. Je pense que c'est une question de matériaux, c'est une question, tu sais, d'utilisation de l'espace. Mais je pense qu'un bon design est d'ancrer dans une... Tu sais, il n'y a rien d'éternel, mais c'est pas parce que c'est ancré dans une période de temps que c'est plus bon. Puis je pense que les bons designs, on est capable de dire, on y a des réflexions, on est capable d'identifier des langages à une certaine époque. Mais avec l'histoire, puis comment ça a été créé, les gens sont capables de se l'approprier et de le respecter. Je pense que maintenant, c'est que des fois, on manque de temps, ou du moins, on ne nous accorde pas ce temps-là. Ça fait en sorte que les réflexions sont peut-être faites au va-vite. Donc, ça fait peut-être des espaces qui sont plus jetables facilement, parce que là, il n'y a plus d'histoire. C'est ancré sur absolument rien. Les gens ne sont pas capables de se l'approprier. Dès qu'il y a quelque chose est réfléchi, puis que on est capable d'identifier ça à un souvenir, une mémoire, je pense qu'après ça, il y a un certain respect qui s'installe, même si ça change de main. Pensez-toi, Anne-Claude, tu disais, bon, c'est ça, 5 à 8 ans à peu près un restaurant. En hôtellerie et en bureau, j'imagine que la durée de vie, c'est sûr qu'il y a toujours l'usure constante du tapis, bref, une usure normale du moment, mais en termes vraiment d'ambiance, d'expérience et tout ça, c'est quoi à peu près dans l'hôtel? Qu'est-ce que les clients demandent en ce moment et dans l'hôtellerie et dans le bureau? Dans l'hôtellerie, ce qu'on voit beaucoup présentement, c'est que c'est des espaces qui vont être de plus en plus ouverts sur la ville. Donc, je pense que c'est des espaces qui se voient de plus en plus comme rassembleurs. On essaie de mixer les gens qui viennent faire un séjour avec des locaux. Donc, c'est de créer comme des espaces un peu d'expérience en lobby où les gens vont se rencontrer, vont avoir des connexions plus que jamais, puis que les lieux soient investis par les résidents aussi pour venir vraiment habiter les villes. Donc, finalement, c'est que tu mets le pied dans l'hôtel sans nécessairement avoir une chambre. Donc, Absolument. tu t'habitues, tu y prends goût, puis éventuellement, quand tu vas penser à prendre un hôtel, ben, peut-être que ça y va te venir en tête. Là. Ben oui, mettons pour les locaux, mais tu sais, ça te crée aussi des rencontres avec des gens qui vont venir de d'autres villes, par exemple, qui vont être dans l'hôtel et tout. Je pense que dans l'hôtel, on voit aussi beaucoup le côté multifonction. Donc, comme le pied carré est de plus en plus cher, il nous est souvent demandé, en fait, de penser à comment les espaces peuvent être un peu évolutifs au courant de la journée, c'est-à-dire que des espaces qui peuvent servir de conférence dans le jour, par exemple, peuvent devenir un café ou du coworking ou un bar. Je donne des exemples comme ça, mais en fait, c'est de réfléchir de plus en plus à comment on peut utiliser au maximum la surface qui est disponible avec nos villes qui sont de plus en plus denses et tout ça. Mais c'est d'utiliser de façon le plus pertinent possible, plus intelligent possible pour rentabiliser les espaces qui nous sont offerts. Moi, j'aurais une question à poser à mes collègues. Excuse-moi de te voler le micro, Marc-André. Co-anime. Mais je me disais, j'ai l'impression que des fois, ce qui nous manque en design, c'est peut-être en fait, tu le disais tantôt, le temps qu'on n'a pas pour se projeter. Pour être capable d'aller voir dans 10 ans on est capable de le voir, là, on est capable de suivre le pendule de l'humanité puis de dire, bon, ben la pandémie a eu cet impact-là, maintenant, on s'en va vers quoi? Pourquoi les couleurs ont été, soudainement, les palettes de couleurs, par exemple, sont changées vers des teintes plus de terre, plus d'environnement après la pandémie? Bien, ça, c'est une particule de ce qu'on est capable d'observer. Puis je me dis, les clients auraient avantage à avoir ces discussions-là avec nous parce que, justement, quand tu essaies de concevoir un environnement qui n'est plus juste une tour à bureau, mais qui se veut maintenant du multirésidentiel, du commercial et X et Y, je pense que les clients auraient avantage à avoir une plus longue conversation en amont avec les designers d'intérieur, entre autres, pour justement être capable de se projeter puis de dire qu'est-ce qui se passe présentement. Moi, on est allé regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs parce que là, on est sur la planète. Là. On n'est plus juste au Québec ou juste en Amérique du Nord. Là. On est influencé par les voyages, par ce qu'on a vu ailleurs. Puis, je vais la poser, ma question.
Est-ce que vous avez des clients avec qui vous avez ces réflexions-là? Je le sais, là, on est dans le temps, là, fait que c'est une réflexion philosophique, mais ça te permet, quand tu travailles dans des grands projets, ça te permet de te projeter. Les clients Puis tripants, de dire, finalement, tu sais, qui oui. veut jaser ça avec toi. Là. Qui veut être capable de dire, je veux bien construire ou je veux bien rénover un édifice ou un commerce, mais comment je fais pour qu'il soit évolutif? Qu'est-ce qui s'en vient présentement? Puis qu'est-ce qui va se passer dans le quartier ici? Est-ce que vous en avez des clients comme ça? Oui, absolument. Nous, on a des clients qui sont vraiment sensibles, qui espèrent faire une différence. C'est pas tous les clients. Non. Malheureusement, pour avoir du temps, ça prend de l'argent. Puis ceux qui ont de l'argent, des fois, la vision s'arrête à un certain nombre d'années. Mais nous, on est là quand même pour essayer de les ramener. Puis mon côté design doit souvent se transformer en côté business. Puis comment je le prends, il faut souvent je le vende comme étant un investissement. Puis pourquoi c'est un investissement sur tant d'années? Il faut qu'on se mette à parler leur langage, mais on le fait. C'est vraiment important de le faire parce que nous, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on est en train de créer? C'est quoi notre patrimoine d'aujourd'hui? C'est peut-être mon petit côté politique, mais si c'est tout le temps consensuel, on crée absolument rien. On crée du jetable dans le consensuel. Puis on est dans très consensuel. Mais les gens ils ont peur. C'est vraiment ça. Peur de... Les gens ont peur de faire des choix, ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de prendre des décisions qui vont leur coûter cher. Là, je parle d'un point de vue design. Puis ça fait en sorte qu'ils font les mauvais choix. Tu sais, quand on est nerveux, on prend des décisions par peur, puis ça ne fait jamais les bonnes décisions. Nous, on est là un peu, notre rôle en tant que designer, c'est justement d'être là pour leur indiquer un peu, puis leur aider à prendre ces bonnes décisions-là. Reste que quand l'argent c'est pas la priorité, mais l'argent est important parce qu'on en a peu dans nos projets au Québec. Ça fait en sorte que des fois, on a tendance à vouloir plaire à plus de gens possible, mais ça fait que dans le fond, on plaît à personne. Puis c'est là que ça fait qu'on fait des choses qui ont moins de personnalité, qu'on a... Du design consensuel. Du design consensuel qui fait que... rassurant. Puis finalement, c'est pas du design. Puis finalement, c'est pas que c'est pas du design, mais ça devient peut-être du plus jetable. C'est drôle parce que Pierre Corriveau, le président de des architectes, on a fait un épisode avec lui, qui disait justement, on est dans une époque amorphe, on est dans une époque où les gens veulent quelque chose des clients, quelque chose de rassurant, quelque chose qui sort pas trop des... Tu sais, on l'a déjà fait, on va le refaire, c'est plus simple, on sait comment le faire, ça coûtera pas... Tu sais, il n'y a pas d'innovation, fait que moi, tu sais... et il y avait un peu le même discours que toi, donc c'est intéressant de faire, je trouve, des parallèles sur des fois peut-être le manque un peu d'audace là, et le côté consensuel. Toi, Annie-Claude, est-ce que tu veux un peu la même chose? Ou... En fait, moi, je rebondirais peut-être sur justement le manque d'audace. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Sarah-Ève, mais des fois, moi, j'en ai des clients qui ont justement le souhait d'aller plus loin, de réfléchir à quelque chose de plus grand que son projet ou d'investir l'énergie, le temps et donc forcément, malheureusement, l'argent là, dans quelque chose de plus grand. Et ils se butent parfois à des problématiques, des projets d'architecture, de design urbain, de tout ça. On est comme confronté parfois à des résistances que même si le client, lui, aurait souhaité porter ce flambeau-là plus loin, mais il y a d'autres instances qui font que parfois on est freiné, puis ça, je trouve que c'est dommage. Donc, c'est une discussion on devrait avoir. Oui, on l'a avec notre client parfois, mais on devrait l'avoir en société globalement. On devrait se poser cette question-là. On parle d'audace et d'oser, tout ça. Je m'en vais vers la question de notre ami Greg. C'est le moment. On arrive à ma question. Je me demandais aujourd'hui, quelle est la place de la couleur en design d'intérieur? C'est un sujet toujours sensible, la couleur, de manière générale. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il en manque? Ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de l'éviter? Je me doute un peu des réponses, mais on a invité Sarah-Ève justement pour ça. Perron Design, vous avez... Non, je ne dis pas juste pour ça, mais entre autres pour ça, parce que vous avez une signature qui est quand même très audacieuse, qui contraste avec beaucoup de bureaux actuellement. Et vous utilisez beaucoup la couleur. Donc, on serait curieux de t'entendre là-dessus parce que c'est assez audacieux quand même ce que vous faites. C'est audacieux, oui et non. Ça me fait plaisir d'être la porte-parole de la couleur ce soir. Même si ça me choque d'une certaine manière, je ne peux pas croire que... Je ne considère pas que ce qu'on fait est audacieux. De ma lunette à moi. Bon, il y a certains projets qui le sont plus que d'autres. C'est sûr que nous, on travaille vraiment beaucoup la couleur dans tous nos projets. Mes collègues qui ne travaillent pas avec moi me disent souvent, mais on le sait bien,
Sarah, toi, tes clients, ils doivent en vouloir de la couleur. C'est vraiment pas la réalité. Encore une fois, c'est beaucoup d'éducation. Je pense que c'est difficile d'incorporer la couleur. Oui. C'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école. Mm-mm. Je pense que c'est un art, c'est une question de balance, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'environnement, de matériaux, de texture. La couleur, pour moi, puis pour le bureau, tu sais, puis quand on parle de couleur, on parle pas juste de rouge et de bleu, là. Tu sais, les couleurs, c'est aussi des nuances de blanc, des nuances bref, de brun, de peu importe. Mais je trouve que la couleur, c'est une bonne manière créative au Québec d'en faire plus avec peu. Puis c'est un peu avec la réalité avec laquelle on construit, malheureusement, aujourd'hui. Puis je pense qu'on a intérêt à utiliser la couleur. On a une grande historique de couleur dans le passé au Québec, qu'on a perdu avec l'industrialisation, avec le marketing, avec tous les choix en magasin et l'offre qui se présente à nous, qui se présente aux consommateurs. Puis pour moi, je trouve que c'est triste. Puis je trouve qu'on a intérêt à se bâtir une certaine culture du design. Puis je pense que ça passe d'une certaine manière par la couleur. On a quelque chose au Québec qui est différent d'ailleurs, qui pourrait être comparé à certains autres peuples, comme en Australie, qui, eux, sont beaucoup plus audacieux. Puis je pense qu'encore une fois, c'est la peur, c'est ce qui fait ailleurs. On se bat beaucoup aussi par le préfabriqué, les entrepreneurs, le pas cher. Malheureusement, les pigments, ça a un coût aussi. Fait que, tu sais, ma réponse est très large parce que c'est un grand sujet. Je pense qu'on pourrait en faire une heure. Mais est-ce que ça se peut que beaucoup de gens, parce que justement, on dit, bon, ça coûte cher construire, rénover, tout ça, fait qu'on essaie justement, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, puis quand je me trompe, qui identifient, on parlait un petit peu d'intemporalité tantôt, puis comment on fait pour qu'un design passe à travers le temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui associent la couleur à quelque chose d'un petit peu plus passager ou qui se disent... De risquer et qui disent ça va se démoder. Ça va se démoder, ça passera pas à travers le temps. En fait, si on prend juste, là, puis je veux surtout pas citer Marie-Chantal Millette, là, qui est notre spécialiste de la couleur au Québec, là, mais qui disait les voitures, en fait, maintenant, parce qu'à une certaine époque, on avait une palette on avait un choix de couleurs pour les voitures qui n'existe plus maintenant. Les voitures de couleur servent à vendre. Fait qu'une Subaru orange, t'en verras pas beaucoup sur la route. Tu vas avoir des Subaru blanches, des Subaru noires, des grises, peut-être une coupe de bleu foncé. That's it. Puis c'est parce qu'on va vers justement la sécurité. On a peur de On veut pas dépasser. On veut pas déborder. On veut pas faire de statement. Les gens veulent juste, la majorité des gens sont rassurés par quelque chose que le voisin a. Je pense que c'est ça. Puis c'est triste parce que tu as raison. La couleur, c'est ce qui est le moins dispendieux pour identifier quelque chose, pour faire ressortir des attraits, puis on le voit avec les vêtements, on le voit avec le maquillage, ça sert à ça. Et j'abonde dans ton sens qu'on n'a pas encore développé au Québec cette identité-là en design qui devrait... Puis on est tellement capable en plus... Quand on sait qu'au Québec, quand on parle aux fournisseurs de matériaux, le Québec est toujours à part dans le reste de l'Amérique du Nord parce qu'on fait toujours... On est ceux qui font les choix les plus ostentatoires comparativement au reste du Canada, entre autres. Okay? Les fournisseurs de matériaux le disent. Il y a des choses qui se vendent ici qui ne se vendent pas ailleurs. Fait qu'on a l'impression qu'on est plate, là, mais quand on se compare, on se console. Qui se vendent ailleurs, qui se vendent pas ici. Oui. Il y a des couleurs, des fois. Moi, j'ai vu des choses épouvantables. On parle des couleurs accents, autant en intérieur qu'en architecture. Mais je pense qu'on a vraiment la capacité au Québec de vendre des palettes, quelque chose de plus intéressant. Puis là, on parle pas de mettre on parle pas de couleurs saturées ici. Là. On parle de schémas de couleurs. Je pense qu'on a normalisé d'une certaine manière, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être en se rendant compte, le design qu'on faisait. Mais je pense qu'on aurait intérêt à reprendre un peu le contrôle sur notre patrimoine québécois. Oui. D'avoir assez confiance en nous, puis de notre rôle aussi qu'on joue présentement pour les projets de demain. Puis, tu sais, je veux dire... ça enrichit l'environnement dans lequel on vit partout. Tu sais, je pense que tous les projets auraient
gagnerait à ce qu'on explore un petit peu plus ce volet-là du design. Greg, tu viens de faire une sortie justement sur les réseaux sociaux où tu demandais un petit peu plus de couleurs. Toi, c'était davantage peut-être en architecture, mais reste que... Oui, mais il en faut. Il en faut de la couleur. Faut pas Pourquoi avoir cette peur. sortie-là? Mais parce qu'on on le voit, on le disait avec les voitures, mais de manière générale, dans notre société, il y a de moins en moins de couleurs depuis quelques années. Montréal a déjà eu des corniches flamboyantes multicolores. Expo 67, c'était une abondance de couleurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui se construit est gris? Je sais pas. Et j'ai l'impression qu'on a perdu avec le temps. La couleur Pantone, là. Ça, chaque année, moi, je vois ça passer, la fameuse couleur Pantone. Ça a-tu vraiment une influence? Ça sert-tu? C'est-tu juste cute? C'est-tu vraiment... Est-ce que ça influence vraiment c'est la couleur Pantone? Je suis pas sûre, c'est quoi cette année? Je pense que c'est chocolat puis un petit bleu pâle. Là. Moi aussi. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est absolument hallucinante, qui m'est arrivée en début de carrière. Moi, je me suis retrouvée visiter une compagnie de tapis aux États-Unis, à Atlanta. Et puis, dans leur studio de création, il y avait les guides de couleurs du International Council of Colors, le ICC, qui décident de toutes les couleurs, 10, 15 ans à l'avance. Fait que on est en 95. Et j'ai devant moi les couleurs des Olympiques des années 2000, puis les chars, les voitures. Puis là, je fais comme... Puis les autres sont en train de dessiner des tapis pour des hôtels, des casinos, machin. Là. Mais moi, là, je suis restée pognée sur les Olympiques de 2000, je sais plus trop quoi. Là, j'ai fait, attendre en 95, what the fuck. Puis on m'a expliqué, parce que j'ai rencontré par la suite quelqu'un qui fait partie du Conseil international des couleurs, que... Mais eux, c'est quoi leur rôle exactement? Juste essayer de comprendre leur influence. C'est eux autres qui décident des tendances, qui regardent ce qui se passe sur le marché, qui décident des tendances qui vont... Je n'embarquerai pas dans l'explication complète parce qu'on va dériver complètement. Puis pour moi, tout ça, ça tient en grande partie au capitalisme. Mais il n'empêche que ces couleurs-là sont décidées. Mais elles sont décidées, entre autres, par... Tu sais, on parlait de la pandémie tantôt, qui est un événement marquant, mais il y en a eu d'autres comme ça à travers les dernières décennies. Et les couleurs sont décidées, entre autres, justement, pour venir donner à la population une autre énergie, un autre... Fait que les couleurs qui sont choisies présentement viennent donner le ton à un ensemble de choses, littéralement, puis viennent calmer certaines ardeurs, viennent poser, parce qu'on a vécu des choses stressantes. Fait que là, on va choisir des couleurs qui sont plus de terre, qui sont plus groundées. Dans les années 80, fin 80, début 90, on avait des grosses couleurs pétantes, très énergiques. Hein, mais les années 70, c'est ça, on vient juste donner le ton dans un mood planétaire. Tu sais, la fameuse mode scandinave. Je ne sais pas si on a fait le tour de cette fameuse mode-là, là, mais les murs blancs, le mobilier en bois, puis tu sais, il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose, puis on l'identifie comme étant scandinave et tout ça, puis on en voit partout dans le monde. Là. C'est ça qui est assez étonnant aussi. On reviendra au point vernaculaire. Là, tu sais, on a l'impression des fois qu'il y a une internationalisation du design de l'architecture, qu'on ne sait plus dans quel pays on est. On a-tu fait le tour de cette mode-là ou... Mais je pense qu'au-delà de la mode, là, pour reprendre tes mots, c'est une question de aussi la commande, elle vient de où, puis le mandat, il est quoi? C'est que ça, c'est un peu un effet, si on veut, de justement la grande uniformisation des réseaux sociaux, des sources d'inspiration et tout ça. C'est comme si ça vient par vague, tu sais. Donc, tout ce qui se fait vient à se ressembler et tout ce qui inspire vient à ressembler. C'est comme un cercle vicieux qui tourne. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a fait le tour, je pense. Oui, on souhaite aller vers l'avant, puis on est là pour ça. On est là pour intégrer de la couleur, ou intégrer des nouveaux matériaux, proposer des nouvelles solutions, aller chercher de l'expérience, puis de la surprise ailleurs. Et je pense que les designers d'intérieur sont justement là pour être comme les ambassadeurs, justement, de cette nouvelle voie, puis emboîter le pas vers autre chose. C'est dans la nature de l'humain de vouloir suivre le troupeau. Il y a un faible pourcentage qui va exiger la différence. Fait que on va passer du style scandinave qui, merci Jésus, on n'est pas dans le design des années 80, là.
On n'est pas dans les couleurs pastel. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses horribles qui se sont faites. Il y a des bonnes choses qui sont sorties de ça, mais il y a des choses horribles qui se sont faites. Au moins, on peut dire que dans dans quoi on vit présentement, c'est au minimum harmonieux et esthétique. On peut remercier les Scandinaves pour ça, et ça aura au moins donné une petite leçon de design de meubles pour ça. à la population. Mais ceci dit, c'est un pendule ou un cercle. Et donc, on va aller vers quelque chose d'autre qui va être peut-être un petit peu plus déjanté, puisqu'on était là dans quelque chose de plus apaisant. Hein. Mais, tu sais, en Scandinavie, présentement, les bureaux, qui travaillent, les grandes compagnies, présentement, sont en réaction à ça. Là. Les bureaux de design suédois, ils font de la couleur, et c'est très éclaté. Donc, c'est la même recette, mais c'est une différente manière de l'appliquer. Fait que tout est une réaction à quelque chose. Tu sais, il y a le minimalisme. Maintenant, les gens osent un petit peu plus. Tu sais, je pense que tout est une réaction au mouvement d'avant. Mais si c'est rendu chez ta voisine, tu sais, on voit que le cycle a fait son œuvre. Mais je veux juste rajouter une chose aussi, c'est que dans l'éducation, il y a aussi le rôle du designer. Pas juste en pratique privée. Il y a le rôle du designer dans les entreprises, dans ce qui s'offre au grand public. Il y a des entreprises, des manufacturiers de meubles, des magasins, que c'est souvent des acheteurs, des gens en marketing qui font la sélection de ce qui va être présenté au public. Puis ce qui est présenté au public, ben c'est pas nécessairement des professionnels qui font cette sélection-là. Fait que, il y a aussi ça, là, c'est dilué, là, du côté du designer dans la société. Il n'y a pas une grande place qui est attribuée au designer, puis ça a une influence. Mais en fait, on parlait d'uniformisation du design à l'international, du design scandinave. Je serais curieux de savoir, c'est quoi pour vous du design québécois? Ça serait quoi qui définirait un design propre à nous? Je pense que ça passerait par des matériaux qui sont chaleureux. Les Québécois, on est des humains qui se rassemblent autour d'un verre, autour d'une bouffe, autour du feu. Ça a besoin d'être convivial. Pour moi, le Québécois, si on devait dessiner quelque chose, je pense que ça serait enrobant, enveloppant, rassurant, chaleureux, sympathique, simple. Je pense aussi que ça serait pas... je vois pas dans ma tête du gros marbre prétentieux. Là. Ça aurait quelque chose de terre à terre, d'authentique, avec un peu de texture. Au Québec, on sait parler, on sait s'affirmer, on a un petit côté audacieux de dire les choses correctement. Donc, je sais pas, tout soudainement, pendant que je t'écoutais parler, j'ai eu le mobilier de Samar en tête. Où est-ce qu'on a une réinterprétation des chaises en babiche. Mais j'ai aussi eu l'image de l'hôtel La Ferme. Pour moi, c'est une belle signature qui, oui, pourrait sembler scandinave. Non, pas en tout. C'est vraiment... Très Charlevoix. Pour moi, c'est très... Je pense que c'est un décor réussi qui représente très bien le Québec, selon moi. Puis j'ai passé beaucoup de temps en Suède, fait que j'en ai eu amplement plein les yeux. Et oui, il y a des ressemblances, mais le design des hôtels ici qui sont faits avec cette impression-là, avec notre culture, sont 10 fois plus chaleureux que ce que j'ai vu en Scandinavie. Puis pour moi, c'est ça, le Québec. On a parlé de la couleur, qui était une stratégie quand même intéressante des fois pour donner un impact ou à faible coût, parce que malheureusement, c'est un peu la réalité québécoise. On n'a pas les budgets qu'on retrouve dans certains États ou certaines autres réalités à l'international. Je veux parler de sobriété parce que la sobriété aussi, est-ce que ça peut devenir un argument de vente, non seulement pour des fois une forme d'intemporalité, mais aussi parce que souvent j'ai l'impression qu'on associe, je dirais dans la pensée populaire, sobriété à quelque chose d'un peu plate ou d'un peu linéaire ou d'un peu... Est-ce que la sobriété peut être marquante? Puis Greg, je sais que vous êtes les maîtres de la sobriété chez c'est notre ligne directrice. Est-ce que ça peut être un argument de vente? Comment vous le voyez, en fait, l'emploi de la sobriété dans vos designs? Je pense que la sobriété peut tout à fait être absolument éloquente et magnifique, sublime. Ça, pour son rendu esthétique, ça fait sans aucun doute. Il faut juste pas mêler sobriété puis minimalisme, je pense. Parce que quand on tombe dans des détails d'architecture dissimulés, des jonctions parfaitement, là où il n'y a rien, là, muséal, pour reprendre ton expression tout à l'heure, c'est
pas du tout des choix nécessairement économiques. Là. C'est vraiment des choix qui ont été faits par justement le souci du grand détail, d'un raffinement dans le fin détail. Donc, le minimalisme n'est pas un choix économique. Oui. Par contre, la sobriété a l'avantage de faire ressortir les vraies qualités d'un projet. Trop, c'est comme pas assez. Fait qu'il faut juste trouver le juste milieu. Il faut faire comprendre aussi aux clients, je pense, puis là, mesdames, vous me corrigerez, mais je pense qu'il faut être capable de d'élaguer un peu pour créer justement cet environnement-là où ce qui est vraiment important va ressortir dans un design. Puis je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est quand tu réussir à créer un environnement où est-ce que les gens y rentrent puis ont l'impression que ça a toujours existé. C'est pas dans le superflu que ça existe. C'est dans la sobriété, c'est dans le... C'est les gens de peu de mots. Si on veut prendre l'exemple d'un humain, les gens de peu de mots, c'est des gens qui vont en 3 phrases exprimer ce que d'autres prendraient 3 paragraphes à dire. Puis je pense que c'est ça, la sobriété. Puis dans le design, c'est ce que ça devrait être aussi. Être capable d'exprimer l'essence d'un lieu en peu de choses. Ça rêve. Je pense que la sobriété, ça fonctionne quand on accorde l'importance aux matériaux. Je pense qu'une sobriété ou qu'il y a un peu de budget, ça peut vite tomber dans quelque chose de flat, de sans âme, de consensuel. Je pense que dans un contexte de peur et du fait que dans notre culture québécoise, on est sobre un peu de nature, je pense que des fois, le mot sobriété, moi, il me dérange dans le côté un peu retenu du mot. Je pense que la sobriété fonctionne quand elle est contrôlée, quand c'est fait par un professionnel. Donc, je pense que la sobriété, ça fonctionne quand on a des beaux volumes, des beaux langages, des langages un peu plus forts, une belle texture, du beau bois. Je pense que là, ça marche. Je pense que dans des projets d'entrepreneurs, la sobriété, bien, c'est à la limite un peu un ennemi. J'ai 2, 3... Oui, vas-y. Je m'excuse, j'aurais juste complété en disant que, tu sais, sobriété, on pourrait le remplacer peut-être par intemporalité, qui a peut-être une façon de sublimer quelque chose qui est déjà en place. Souvent, quand on arrive dans des espaces, il y a déjà une architecture qui est en place, qui parle à une époque ou qui est issue d'un patrimoine quelconque. Et ça va être sublimé par quelque chose, effectivement, de plus sobre, puis ça va y laisser toute sa place. Je veux parler d'acoustique parce que... Je veux vraiment parler d'acoustique parce que... on parlait au départ, Marie-Claude, du fait qu'on va dans un restaurant, puis là, à un moment donné, on décide qu'on y revient pas pour X raison. Puis l'acoustique est souvent, en tout cas pour moi, personnellement, un des points que je remarque que, tu sais, quand tu sors d'un restaurant, puis à la fin de la soirée, tu n'as plus de voix parce que tu n'as jamais été capable de parler avec la personne avec qui tu étais, parce qu'il y avait tellement de bruit, puis on rajoute la musique par-dessus ça. Puis c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, j'ai l'impression, autant en architecture qu'en design d'intérieur, que de façon générale. C'est quoi? Puis souvent, on va couper. Hein, on manque d'argent. En architecture, on coupe le paysage quand il manque d'argent. En design d'intérieur, on coupe l'acoustique. En design d'intérieur, on coupe tout. Ah oui? Mais c'est parce qu'on coupe dans l'éclairage. Ça, c'est le premier enfant pauvre du design intérieur. Oui. Après ça, on coupe dans l'acoustique. Deuxième enfant pauvre. On pourrait faire le premier enfant pauvre. C'est une famille, là. Tu as l'éclairage, l'acoustique, puis la ventilation. Mais la ventilation, on n'est pas... c'est où est-ce qu'elle se retrouve dans l'espace? Ça chicane avec les ingénieurs, mais c'est d'autres choses. Mais je veux dire, c'est des enfants pauvres. C'est le stock qui débarque, qui prend le bord quand il n'y a pas d'argent sur un projet. Puis c'est malheureux parce que c'est ce qui crée une grande partie du confort. Mais ça prend véritablement une expertise. Là, on parlait de métier tantôt, puis chacun a son métier. L'acoustique, c'est quand même relativement complexe dans une certaine... peut-être que c'est plus complexe dans des studios d'enregistrement puis des salles de spectacle et tout ça, j'imagine. Comment vous en sortez, vous, au niveau de l'acoustique? Est-ce que c'est des essais et des erreurs? Est-ce qu'il y a des formations? Il n'y a pas de formation? Ou à peine il y a des formations. Il y a des formations, mais il y a aussi des spécialistes. En formation continue. Des gens avec qui on peut travailler en collaboration pour vraiment venir nous appuyer. Oui. Parce qu'effectivement, quand l'espace est trop grand puis il n'y a pas de cloison,
t'as pas le choix de te tourner vers quelqu'un dont c'est justement le métier. Puis de la même façon qu'on a dit au début de la rencontre que les designers étaient des spécialistes, on connaît l'acoustique, mais je pense que de s'entourer de gens qui en font un métier, c'est là la meilleure ressource aussi de s'allier, de dire comment nous, on verrait ça dans un rendu plus esthétique, par exemple, puis eux vont pouvoir venir nous faire des propositions. Puis évidemment, bien, maintenant, il y a plein de matériaux, plein d'astuces là, pour justement nous aider là-dedans. Mais c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et Marc-Claude a raison aussi de dire que malheureusement, c'est une des premières choses qui débarque. Et on se fait rappeler 1 an plus tard et on se fait dire faudrait en mettre. Alors, on se retrouve à en remettre par après. Donc, c'est une réalité parce qu'on est en qui plus, on est vécue. beaucoup dans une architecture où on voit les dégarnit. structures exposées, on dégarnit. Fait que c'est du béton, c'est du bois. C'est des surfaces dures, c'est beaucoup de que- fenestration. C'est Ouais. ça. Que de la réverbération constamment. là. Puis il y a je pense qu'il faut aussi expliquer aux clients, il y a des choix à faire, oui. Il faut couper en quelque part, oui. Bien, si tu fais pas ça, ta clientèle va souffrir parce que ça va être dur, ça va être dur ses oreilles. Là. Ils n'entendront pas la conversation pendant qu'ils La vont fatigue manger. auditive. Dans les Ben, écoles, c'est ça. c'est... Moi, Ça, pour c'est avoir écrit un livre sur les catastrophique. écoles, Ouais. on a jasé d'acoustique avec plein d'architectes qui Ouais. disaient, ben c'est ça, on nous coupe malheureusement ça. Puis la fatigue auditive qui vient pour les enfants, pour les enseignants. Et puis dans un restaurant, ça a beau être une courte période, ça peut être intense. Mais dans les espaces corporatifs, c'est pas à négliger non plus. Là. C'est souvent une réalité qu'il y a de plus en plus. Il y a des espaces ouverts, c'est Ben quelque oui, chose... oui. Tu sais, tout le monde avec les écouteurs, c'est bien, mais à long terme, on ne sait pas ce que ça va donner sur Ah, les sur espaces à l'appareil bureaux, là, oui, auditif. Oui, les bureaux exactement. ouverts, puis oui. Dans les bureaux. Donc, ça aussi, c'est des espaces où il faut définitivement que ça soit pris en compte, puis on l'a toujours. Mais après ça, Puis le white noise a ses limites aussi à un moment donné. Là. On essaie des fois de camoufler le bruit ou avec d'autres bruits, puis à un moment donné, c'est comme... ça devient un peu fou, mais tu sais, dans les types de cloisons de verre, dans les cloisons qui viennent diviser les bureaux, dans la façon d'habiller les plafonds, il y a toutes sortes de façons aussi où tu peux arriver à créer une sandwich qui est le plus performante possible. En terminant, Marie-Claude, à quand un titre protégé là, pour les designers, là, C'était, protéger votre métier? Le plus rapidement possible, s'il vous plaît, merci. Juste parce que le reste de l'Amérique du Nord est une longueur d'avance devant nous. Je veux dire, il y a des États aux États-Unis qui ont un organisme qui encadre architectes paysagistes, designers d'intérieur et ingénieurs et géologues. Le Texas, New York, le Maryland. Je veux dire, en Alberta, les designers d'intérieur ont une licence de pratique qui provient de l'Association des architectes de l'Alberta. Je veux dire, on est où, nous autres, là-dedans, là? Parce qu'il y a beaucoup de représentations qui sont faites depuis plusieurs années là-dessus. L'association existe depuis 90 ans. Là. Fait on a fait de la représentation. On a déjà eu un bill privé qui protégeait notre titre, mine de rien, à partir de 1948. Fait on l'a perdu avec l'arrivée de l'Office des professions, malheureusement. Mais pas juste la protection du public, mais pour envoyer le bon message. T'sais, on n'arrête pas de dire que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait dans la vie. Peut-être que les gens ne comprennent pas plus ce que l'architecte fait dans la vie. Je pense que ça vient juste asseoir la profession, de protéger le titre, puis de lui réserver des actes. Je pense que, puis c'est pas une question d'association, c'est vraiment une question des gens en pratique méritent ce titre-là, puis le public, les clients méritent de travailler avec des gens dont les compétences sont confirmées. C'est ça l'affaire, c'est que nos compétences sont pas confirmées. Pourtant, il y a des baccalauréats, il y a des decks techniques, puis les infirmières ont la même chose, là. Oui, OK, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, j'en conviens, mais on a un grand impact sur la santé du public, puis sur son bien-être, puis sur la durabilité des environnements aussi. Puis je pense que le gouvernement devrait répondre à ça. On va suivre attentivement. Greg, est-ce que ça t'a donné le goût de faire ton cours? Parce que là, Grégory fait des... En fait, il est en train de... Tu fais des cours en paysage. Là. Est-ce que ça donne le coup, en plus, d'aller chercher ton design moi, d'intérieur? je veux tout faire. Voilà. Hey, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, mesdames. Ça a été franchement intéressant. Merci infiniment. J'espère que vous avez apprécié tout autant que nous. Grégory, vraiment. merci encore. Toujours une agréable. fois. Toujours agréable. Et je remercie évidemment Outil, notre partenaire dans ce balado. N'hésitez pas à partager. On a partagé notre balado, à diffuser la bonne nouvelle. Ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à l'infolettre de Collectif. Puis restez bien branchés sur notre balado. Il y a plein d'autres épisodes qui s'en viennent. Merci.